Merci beaucoup, Alain. Les enjeux du changement climatique mettent en exergue les défis posés par la globalisation à la catégorie juridique responsabilité et la symétrie existante entre États et entreprises transnationales devenues des véritables acteurs politiques du monde globalisé. Leur chiffre d'affaires peut dépasser de loin les PIB de certains États où elles s'installent et délocalisent une partie de leurs activités. Une telle situation peut entretenir des législations nationales privilégiant les intérêts des investisseurs étrangers au détriment du développement durable, au prix parfois des violations des droits de l'homme et des dégradations graves de l'environnement. Deux séries de propositions ont été discutées dans le cadre des travaux des réseaux ID, visant, dans une perspective plus large que celle du changement climatique, à remédier à l'irresponsabilité des transnationales et des États. La première série a pour dessein de moduler les responsabilités en fonction de l'impact sociétal des activités des transnationales. La seconde vise à remédier à l'irresponsabilité des États par l'intégration des enjeux sociétaux dans les droits internationaux économiques. Je vais vous présenter brièvement cet ensemble de propositions, mais je tiens à préciser qu'il s'agit d'un travail collectif réalisé avec Caroline Devaux, doctorante à Sciences Po et membre de l'équipe du professeur Alain Suppiot. La première série est composée de 3 propositions visant au niveau international l'adoption d'un texte juridiquement contraignant. Au niveau national et transnational, les renforcements d'une responsabilité solidaire des sociétés mères. Et enfin, la remise en cause de la mission et de la notion même d'entreprise. Au sein des Nations Unies, même si dès les années 70, l'implication d'entreprises dans les violations graves des droits de l'homme a donné lieu à quelques initiatives, projet des codes de conduite des entreprises multinationales, relayé par l'OCDE avec ses principes directeurs de 1976 et l'OIT avec sa déclaration tripartite de 1977, aucun texte juridique contraignant n'a été adopté. C'est plutôt vers la soft law que la réponse des Nations Unies s'est orientée à la faveur du développement d'une responsabilité sociétale des entreprises, notamment par l'adoption du Pacte mondial des Nations Unies en 2000, puis en 2011, l'adoption par les conseils des droits de l'homme des principes directeurs relatifs aux entreprises et droits de l'homme. Malgré la tentative avortée d'adoption d'un texte contraignant en 2003 par l'ancienne sous-commission des droits de l'homme des Nations Unies, un espoir est permis depuis l'adoption le 25 juin 2014 de la résolution du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Celle-ci décide de la création d'un groupe de travail intergouvernemental chargé d'élaborer un instrument international juridiquement contraignant pour réglementer, dans le cadre du droit international des droits de l'homme, les activités des sociétés transnationales et autres entreprises. Sans ignorer l'importance de l'évolution de la soft law en la matière et de la jurisprudence ou de la quasi-jurisprudence qui en découle, les soutiens à ces processus est l'objet de notre première proposition. Indépendamment du type de texte adopté, il faut insister sur les mécanismes des contrôles, étant donné l'absence de juridiction internationale compétente pour juger les transnationales, ainsi que les obstacles rencontrés par les juges nationaux. La proposition suivante, celle de numéro 8, concerne les renforcements de la responsabilité solidaire des sociétés mères pour contrer les effets pervers de l'organisation réticulaire des entreprises transnationales. L'internationalisation du droit, nous sommes bien ici dans le cadre des travaux des réseaux ID, semble favoriser un tel mouvement, dont un des exemples est celui de l'affirmation d'une obligation de diligence raisonnable ou de vigilance, notamment grâce au rayonnement des principes directeurs des Nations Unies. Selon ces textes non contraignants, qui répartit la responsabilité selon un triptyque Protect, Respect and Remedy, les entreprises doivent tout d'abord s'abstenir de porter atteinte aux droits de l'homme, obligation négative. Or, de cette obligation négative découlent des obligations positives, notamment celles des diligences raisonnables, c'est-à-dire prévenir et éviter les impacts négatifs de leurs activités pouvant constituer des violations des droits de l'homme, y compris celles liées aux atteintes à l'environnement.
Malgré les critiques adressées aux principes directeurs, grâce aux interactions entre différents espaces normatifs, notamment avec l'OCDE et l'Union européenne, sans oublier les travaux du Comité directeur pour les droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ces principes acquièrent une certaine force normative. Quelques processus de réforme législative au niveau national français illustrent les mouvements qui tentent de traduire en droit interne des standards internationaux, durcissant ainsi la RSE. C'est notamment le cas du processus initié fin 2013 et mentionné hier par Isabelle Dugareil dans sa conférence, celui de propositions de loi relatives aux devoirs de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Une porosité entre soft law et hard law peut être de plus en plus constatée. L'impact de la soft law sur les chaînes de valeur est en effet relayé par la hard law afin de remédier à l'irresponsabilité des entreprises transnationales. Le renforcement de la responsabilité solidaire des sociétés mères peut, en dehors des réformes législatives, se manifester également à travers la mobilisation imaginative des outils juridiques existants et à travers des évolutions jurisprudentielles, à l'instar du mécanisme du co-emploi en France ou d'autres outils du droit comparé qui établissent des liens de subordination novateurs. Il faut insister ici sur l'importance de l'articulation entre différents types de normes, autorégulation et régulation, soft et hard law, issus des différents espaces normatifs, international, régional et national. Enfin, pour pallier les effets du capitalisme financiarisé et de l'argument économique selon lequel la finalité de l'entreprise est la maximisation du profit, la proposition numéro 9 vise à intégrer les enjeux sociétaux à l'objet social, voire à l'intérêt social des entreprises. Cette intégration pourrait prendre différentes formes et être mise en place soit à travers des réformes législatives, en révisitant la société commerciale, par exemple la première mouture du projet de loi Macron qui proposait une réforme de l'article 1833 du Code civil qui concerne l'élargissement de l'intérêt social, ou être le fruit d'évolutions jurisprudentielles comme l'affirmation en droit comparé d'une fonction sociale de l'entreprise comme une dérivation de la fonction sociale de la propriété et de la fonction sociale du contrat. L'accroissement des responsabilités des acteurs économiques ne doit pourtant pas se faire au détriment de celles des États. Et je passe au deuxième bloc de propositions. Le droit international économique est resté largement autonome par rapport aux enjeux sociétaux. Il les gère comme des externalités, soit en les interprétant de manière utilitariste pour promouvoir les commerces internationaux, soit tout simplement en les ignorant. Pourtant, les enjeux sociétaux et les commerces internationaux ne sont pas nécessairement antinomiques. À l'origine, les investissements étrangers, tout comme les échanges commerciaux, visaient à donner aux pays pauvres les moyens de se développer. Cet objectif de développement est présent dans la plupart des préambules des traités commerciaux. Toutefois, le droit international économique s'est progressivement replié sur lui-même pour devenir une discipline isolée et centrée sur la seule poursuite du libre-échange. Les trois propositions qui suivent visent à réintégrer des enjeux sociétaux dans le droit international économique, c'est-à-dire d'une part le droit de l'OMC et d'autre part le droit international des investissements étrangers. La proposition numéro 10 vise à instaurer une relation dialectique entre le droit de l'OMC et le droit international des droits de l'homme, qui passe par une reconnaissance mutuelle et s'est traduit par l'insertion des clauses sociétales dans les accords de l'OMC. Ces clauses sociétales pourraient en effet opérer cette reconnaissance d'une double manière. D'une part, en consacrant les enjeux sociétaux de l'OMC comme des intérêts devant être protégés par le droit de l'OMC, et d'autre part, en prenant la forme d'une véritable clause de conflit, ces clauses sociétales viendraient privilégier l'application des conventions internationales en matière de droits de l'homme en cas de conflit avec les traités commerciaux.
L'insertion des clauses sociétales dans les accords de l'OMC ne suffit pourtant pas. Il faut aussi faire évoluer le droit international des investissements. Et c'est l'objectif de l'avant-dernière proposition, la proposition numéro 11. Si les clauses sociétales sont quasiment systématiques dans les accords de libre-échange et les traités d'investissement, elles restent le plus souvent inappliquées, soit parce qu'elles n'impliquent aucune obligation impérative, soit parce qu'elles ne font l'objet d'aucun contrôle ni de sanction en cas d'inexécution. Les enjeux sociétaux continuent donc d'être ignorés ou interprétés restrictivement par les tribunaux arbitraux. Les affaires TechMed impliquant le Mexique et Suez contre Argentine en sont des exemples. Replacer l'État au centre du règlement des différends en matière d'investissement implique aussi de favoriser des mécanismes de résolution des litiges entre les États exclusivement, en écartant l'implication des investisseurs. À cet égard, doivent être signalées les dispositions innovantes des traités d'investissement récemment conclus par le Brésil, qui prévoient le recours à un arbitrage entre États. Enfin, il faut encourager les États à renforcer le contrôle exercé par leurs juges étatiques lors des demandes de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales sur leur territoire. La Convention de New York prévoit en effet une exception d'ordre public pour refuser une telle reconnaissance ou exécution des sentences arbitrales. Comme il a été rappelé par le professeur Murvat hier, il fallait envisager que l'État d'origine, c'est lui qui a encouragé ses ressortissants à investir à l'étranger par les biais d'accords internationaux qu'il a pu conclure, puisse poursuivre ses investisseurs devant ces juridictions en cas de non-respect des droits de l'homme sur le territoire de l'État d'accueil. On le sait, la principale objection tient au caractère extraterritorial d'une telle proposition. Mais on peut se demander si la conclusion des traités d'investissement ne pourrait pas fournir un nouveau fondement à de telles procédures. Il apparaît enfin nécessaire, et c'est l'objet de la proposition numéro 12, de renforcer les mécanismes de surveillance et contrôle pour assurer le suivi de l'impact sociétal des accords commerciaux. La nouvelle génération d'accords conclus, notamment par l'Union européenne, le Canada ou encore le Brésil, prévoit la mise en place des comités pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable des accords, ainsi que l'instauration des points de contact nationaux pour surveiller leur évolution. De tels comités existent aussi dans le cadre de l'ALENA, de l'OCDE, ainsi que de la Banque mondiale, c'est les panels d'inspection. Ces mécanismes favorisent la transparence et offrent la possibilité à la société civile d'alerter les décideurs sur les effets de leurs activités. Il ne faudra toutefois pas que ces procédures consultatives se substituent à une procédure contentieuse de règlement des différends, ce qui semble être le cas de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada concernant les dispositions relatives à la protection environnementale. Je vous remercie.